SSBA. Effectuer des contrôles techniques. Élaborer ainsi des procédures ILS-DME. Responsable de l'instruction des dossiers d'urbanisme. Un rôle disciplinaire à jouer vis-à-vis des pilotes. La formation des personnels. Et la DRAC représentant le préfet de région dans le domaine aviation civile. Qu'est-ce que la DRAC Sud-Ouest? Si je devais en une seule phrase définir la DRAC Sud-Ouest, je dirais c'est la DGAC dans le Sud-Ouest. La DGAC dans le Sud-Ouest, ça mérite de toute façon un certain nombre d'explications sur les missions réelles qui y sont exercées. Je les rassemblerai en 3 chapitres. Le premier chapitre, la tutelle des activités aériennes. Il s'agit tout d'abord de réglementer l'utilisation de l'espace et de contrôler la façon dont cette réglementation est appliquée. Mais il s'agit au-delà d'assurer la tutelle des acteurs que sont les aéroclubs, les sociétés qui exercent du travail aérien et bien sûr les sociétés de transport public de passagers. Deuxième chapitre important, la tutelle aéroportuaire. Comme vous le savez sans doute, l'État est propriétaire de la grande majorité des plateformes dans le Sud-Ouest, à commencer par Bordeaux par exemple. Cette activité du propriétaire nécessite un certain nombre de liens avec le co-contractant, qui est généralement une chambre de commerce et d'industrie, qui est exercée dans le cadre des missions de la DRAC Sud-Ouest. Mais au-delà de cette activité de propriétaire, de ses prérogatives de propriétaire, l'État exerce une tutelle sur le gestionnaire, tout simplement parce que celui-ci a été autorisé par l'État à percevoir un certain nombre de redevances aéronautiques, en échange desquelles il doit fournir aux usagers aériens un certain nombre de services dont la qualité est vérifiée par les services de l'aviation civile dans le Sud-Ouest. Et enfin, troisième chapitre qui est mieux connu du public, c'est la fourniture du service de contrôle, une fourniture de service de contrôle qui est payée directement par les usagers, fourniture qui prend différents visages, depuis le plus petit terrain d'aérodrome où on fournit un service d'information en vol, au CRNA qui assure le contrôle de la circulation aérienne en route sur l'ensemble de la FIR Sud-Ouest. Une des missions importantes de la direction régionale, c'est de préparer l'avenir. Préparer l'avenir, cela veut dire prévoir les grands changements qui vont intervenir. Je donnerai 2 exemples. Le premier, c'est la création d'un nouvel aéroport. Il ne s'en crée plus beaucoup actuellement. Eh bien, nous avons un exemple tout récent, c'est l'aéroport de Castres-Mazamet, qui a demandé l'intervention de presque tous les échelons de l'aviation civile du Sud-Ouest, pilotés par la direction régionale. La première phase, bien sûr, c'est qu'un créateur se manifeste. Et si on prend par exemple l'exemple de Castres, le créateur c'est un syndicat mixte qui est composé en gros d'une vingtaine de communes, de 2 chambres de commerce, d'un conseil général. Donc déjà là on voit que c'est quelque chose d'assez difficile à mettre en œuvre et je dirais la DRAC peut avoir un rôle d'assistance dans cette phase de création du syndicat mixte. En préalable, il y a eu des études de recherche de sites, une étude d'aménagement de l'aérodrome. Cette étude d'aménagement, c'est d'abord de déterminer la catégorie qui sera demandée pour cet aérodrome. Longueur de piste, emplacement pour les installations terminales, une évaluation des terrassements qu'il y aura effectué. Et dans le cas de Castres, c'est quelque chose d'assez considérable puisqu'il y a eu de l'ordre de 1 million de mètres cubes de terrassement. Le point suivant, qui est aussi un petit peu particulier, c'est qu'il faut faire ce qu'on appelle une étude d'impact. Il y a une loi dite loi Bouchardot qui prescrit pour les opérations importantes qui dépassent un montant de 6 millions de francs, de voir les répercussions que peuvent avoir sur l'environnement une telle opération. La DRAC complète donc un dossier initial qui est présenté par le créateur par un ensemble de pièces pour justifier cette demande. Alors ce dossier ensuite est envoyé à l'administration centrale
pour être examiné au sein d'une commission, le CSINA, Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aérienne. Et en cas d'avis favorable du CSINA, le ministre présente un arrêté d'autorisation de création de l'aérodrome. En parallèle à ça, le gestionnaire, lui, entreprend les études et la réalisation de son aérodrome. Et alors là, la DRAC intervient encore de manière importante, mais là plus tant comme autorité de tutelle que comme prestataire de services pour le compte du gestionnaire. La DRAC a fourni une assistance d'ingénierie. C'est la DRAC elle-même qui avait la maîtrise d'œuvre des opérations, la définition des spécifications, donc l'aérogare, le bloc technique, les hangars, le balisage, ILS et équipement technique de la tour. Ça a représenté à peu près 200 jours de mission de SA et d'ingénieurs. D'autre part, en volume de dossiers, ça doit représenter une pile de 2 ou 3 mètres de dossiers techniques pour cette opération. Alors une fois que toutes les réalisations sont opérationnelles et avec le feu vert du district bien sûr pour les aspects exploitation, la DRAC procède à une visite technique avec le SSBA et propose ensuite la prise d'un arrêté par le préfet pour l'ouverture de l'aérodrome à la CAP. C'est ce qui s'est passé pour l'aérodrome de Castres-Mazamet au début de l'été 90. Au niveau du montage financier, les collectivités locales avaient à faire face à un programme de l'ordre de 47 MF hors taxe. Et du fait du bassin d'emploi du Tarn, notamment Sud-Tarn, qui présentait des difficultés au niveau du chômage, ils sont donc intervenus auprès de la CEE, et la CEE a financé presque la moitié de ce coût. D'autres aides ont été apportées par le conseil régional, mais également par le département et les collectivités locales. L'État, bouclant l'affaire avec 3 MF d'investissement fournis au titre de la DATAR et des prestations des équipes spécialisées des bases aériennes qui ont été programmées par la DRACSO sur la base des travaux pouvant être réalisés par ces équipes. Néanmoins, il y avait un problème au niveau de la récupération de la TVA, étant donné que ce plan de financement n'envisageait pas la mise en place de fonds pour payer cette taxe. Il convenait donc de rechercher une solution pour préfinancer ces éléments et donc récupérer la TVA le plus tôt possible. Toute la structure juridique avait été négociée au préalable avec la mise en place d'un créateur et gestionnaire d'aérodrome étant le syndicat mixte. La DRAC, sur la base du dossier de financement, sur la réglementation en matière de fiscalité ainsi que sur les conditions de gestion d'un aérodrome, a donc proposé aux collectivités locales de modifier la structure juridique envisagée. Et la DRAC est également intervenue auprès de la direction centrale des indirects pour permettre la récupération de la TVA durant la période de construction des travaux. Dans ces conditions, le dossier a pu être bouclé et une mise en service envisagée dans les temps prévus, c'est-à-dire 3 ans après la décision de construction de l'aérodrome, puisque l'aérodrome a été inauguré en juin 1990. Pour la plupart des autres aérodromes, ce délai était de 6 à 7 ans. Pour la division de la navigation aérienne, le dossier Castres-Mazamet a couvert l'ensemble des activités, à savoir les activités études procédures CA, les activités espace aérien et instruction régionale, et enfin l'exploitation des aérodromes dans leur ensemble. Ça s'est déroulé de la façon suivante. Après des études CA préalables qui concernaient plusieurs sites, parmi lesquels un a été retenu, le CRG a été saisi de la demande de construction d'un aérodrome à Castres-Mazamet. Un groupe de travail a été mandaté par le CRG pour étudier les problèmes CA et notamment les problèmes de compatibilité des activités civiles et militaires, puisque c'est le but du CRG. Et nous avons élaboré ainsi des procédures ILS-DME, Locator, MVL, MVI, etc., en prenant en compte tous les problèmes liés à ces procédures, les obstacles bien entendu, et
Également, malheureusement, le champ de tir, qui est une contrainte de circulation aérienne notable, dans ce cadre-là. La phase suivante où on est intervenu, c'est la formation des personnels qui allaient travailler pour l'organisme de circulation aérienne. Et c'est l'instruction régionale en liaison avec le district Midi-Pyrénées qui a pris en compte la formation théorique et pratique, chacun à son niveau, l'instruction régionale agissant plus au niveau théorique et le district organisant la formation pratique des gens dans un autre AFIS, puis ensuite sur site. Lorsque cette seconde étape a été faite, il a fallu bien entendu procéder à l'élaboration de la documentation aéronautique correspondante, le district plus spécialement pour la documentation VFR, la DRAC pour la mise en œuvre de la documentation IFR qu'elle a entièrement réalisée elle-même. Dans les différentes phases de développement, de construction et de mise au point de cet aérodrome, les différentes divisions du district Midi-Pyrénées sont intervenues chacune à leur tour. En ce qui concerne la division navigation aérienne, l'approche étant assurée par Blagnac, nous avons eu beaucoup de formations assurées soit au niveau local, soit au niveau des agents qui ont dû être recrutés sur l'aérodrome de Castres. De même en ce qui concerne le bureau de piste, où beaucoup de tâches ont dû être enseignées aux agents AFIS de l'aérodrome de Castres. En ce qui concerne la technique, la division technique, c'est un aérodrome tout neuf, un aérodrome IFR avec balisage haute intensité, nouvelle tour de contrôle, ILS, etc., etc. Tout était à faire et donc la division technique a eu de nombreuses visites de conformité avant l'ouverture de l'aéroport. En ce qui concerne le dossier Castres-Mazamet, le rôle de la division transport aérien de la DRAC s'est limité à un rôle de conseiller technique auprès des collectivités locales décideurs dans ce domaine. La difficulté du dossier consistait à trouver un trafic potentiel suffisant pour rentabiliser un réacteur sur la desserte d'Albi. Albi-Paris représente environ 22-25 000 passagers. Il fallait donc trouver une ville à associer à cette desserte, d'où l'idée de faire une desserte du Tarn vers Paris en reliant Albi, Castres et Paris. L'avion de base retenu était un Fokker 28 et il était donc nécessaire de procéder à une étude de trafic sur l'ensemble du département. Nous avons donc conseillé aux collectivités de s'assurer les services de l'Institut du transport aérien qui, au cours du printemps 90, ont procédé à une étude sur le site par interview auprès des entreprises, interview de passagers dans les aérogares pour évaluer le trafic potentiel qui permettrait donc de rentabiliser le réacteur. Un autre exemple dans un domaine plus innovant, c'est la création du plan de sol artificiel de Limoges, qui est un système inventé pour l'occasion, le premier système de ce type en France, permettant ultérieurement à cet aéroport de pouvoir assurer la catégorie 2 et la catégorie 3 d'approche pour les avions qui seront équipés. Préparer l'avenir, c'est aussi préparer nos aéroports à faire face à leurs échéances. Vous savez sans doute que, avec la croissance actuelle du trafic, tous nos aéroports importants se préparent à doubler leur capacité dans les 10 ans qui viennent. Ce qui veut dire que sur chacun d'entre eux, qu'il s'agisse de Biarritz, qu'il s'agisse de Pau, qu'il s'agisse de Bordeaux-Mérignac, il y a des projets extrêmement ambitieux de doublement des capacités aéroportuaires. Grâce aux interventions qui seront faites ultérieurement, vous connaîtrez mieux la DRAC Sud-Ouest. Vous connaîtrez mieux la DRAC Sud-Ouest telle qu'elle est aujourd'hui. Je voudrais dire qu'un certain nombre d'événements vont intervenir dans un proche avenir qui vont l'affecter de manière extrêmement directe. J'en sélectionne 3. Le premier, c'est l'intervention du budget annexe de l'aviation civile. La décision a été prise le 1er janvier 1992. Au budget annexe de la navigation aérienne sera substitué le budget annexe de l'aviation civile.
Cela veut dire que directement, l'ensemble des services composant l'aviation civile seront traités de façon homogène par rapport à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Indirectement, cela veut dire que un des obstacles qui existaient aux réformes de fond de notre service disparaît, puisque nous avons là la certitude d'avoir une stabilité pour quelques années. Deuxième grand événement qui va nous affecter, c'est ce que l'on appelle le projet de loi JOX, du nom du ministre de l'Intérieur. Ce projet de loi concerne essentiellement les collectivités locales, mais aussi l'administration de l'État. Deux principes essentiels méritent d'être retenus: l'émergence des régions comme structure de base de l'administration de l'État, et d'autre part, une volonté forte de déconcentration entre l'administration centrale et les services extérieurs. Bien sûr, cela ne concerne pas que l'aviation civile, mais cela concerne aussi l'aviation civile. Dernier événement, et celui-là il nous concerne de très près, c'est le projet DGAC. Vous savez que nous démarrons la deuxième phase. Ce projet devrait être prêt au printemps 91. Il prévoira un certain nombre de propositions. Je noterai simplement à ce stade que deux axes se sont dégagés lors de la première phase. Le premier, c'est la volonté de maintenir l'unité de la DGAC. Le second, c'est un fort souhait de déconcentration et notamment d'affirmation des niveaux de district. Je note qu'il s'agit là d'une certaine convergence avec les deux événements dont j'ai parlé précédemment. Ce qui me fait dire, en conclusion, qu'un certain nombre de réformes vont sans doute affecter notre service dans un proche avenir, sans doute l'année prochaine, et que ces réformes ne peuvent qu'être bénéfiques à la fois pour le service et pour les agents qui le composent.